Parce que vous parlez de langue de bois, moi j'ai pas la langue de bois. Est-ce que tu ne serais pas en train de vieillir un peu? Est-ce que tu ne serais pas en train de faire de mieux en mieux quelque chose que t'aimes de moins en moins? Faut-il ne pas aimer quelqu'un? Faut-il ne pas le regarder et pas s'intéresser à sa vie pour ne pas s'apercevoir qu'il vous trompe depuis 20 ans? Faut-il tout pardonner à un ami? Faut-il avoir peur de la mort? Jusqu'où les parents sont-ils responsables des actes de leurs enfants? C'est l'un des acteurs les plus respectés du cinéma français, connu pour ses rôles engagés et son franc-parler. Récompensé à de très nombreuses reprises pour les films dans lesquels il a joué, Vincent Lindon est à l'affiche cette semaine de jouer avec le feu des sœurs Delphine et Muriel Coulin, un rôle qui lui a valu la coupe Volpi du meilleur acteur à la Mostra de Venise. À l'occasion de la sortie de ce film et d'un documentaire qui lui est consacré sur Arte qui sera diffusé le 5 février, je reçois Vincent Lindon pour une discussion très libre où l'on parle certes de cinéma, mais surtout de bien d'autres choses. Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Vous êtes déjà très nombreux là-bas, donc merci, je vous laisse avec l'échange. Bonjour Vincent Lindon. Bonjour. Merci beaucoup déjà de prendre le temps d'échanger. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je peux vous dire. Plein de sujets honnêtement que j'ai envie de voir avec vous, qu'on va pouvoir aborder. On va voir avec le temps qu'on a tout ce qu'on peut voir ensemble. Pour la petite histoire, ce que je vous disais en arrivant, c'est que j'ai déjà eu la chance de vous poser quelques questions quand j'étais étudiant il y a 9 ou 10 ans. Donc c'était en 2015 ou en 2016. J'ai pas réussi à retrouver exactement lors d'une conférence à l'école. Il y a 9 ou 10 ans, donc 2015-2016, ça vous paraît hier ou ça vous paraît une éternité ? C'est une très bonne question parce que c'est les deux. En fait, ça va très 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 vite, mais nos parents nous le disent pas. On nous prévient pas en fait. On nous prévient pas qu'on va avoir mal au dos. On nous prévient pas qu'on va avoir des courbatures. On nous prévient pas que si on mange trop ou qu'on boit trop à 60 ans, on va mettre une semaine à s'en remettre. On nous prévient pas que le cerveau, si on est quelqu'un d'un tout petit peu généreux, un peu intelligent, un peu ouvert sur le monde, on va rester avec un cerveau de 20, 25 ans, 30 ans, mais que c'est le corps qui va vieillir. Et je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que c'est bien qu'ils ne nous préviennent pas? Ou est-ce qu'ils devraient nous prévenir? Et en fait, la vie, c'est ça qui est génial, je pense que c'est mieux de ne pas nous le dire. Parce que s'ils nous le disent, ils nous gâchent le moment présent, pour finalement quand même arriver à ce moment inévitable où on fait, bon, c'est pas la peine de me le dire, puisque comme ça arrive, autant qu'à faire, t'aurais pu m'épargner, c'est 30 ans que j'y ai pensé. Mais c'est vrai que ça devait être en 2016. Si vous m'aviez dit comme ça, Vincent, je sais que vous avez fait une conférence à Sciences Po, dites-moi vite, c'était il y a 10 ans, 8 ans, 6 ans ou 4 ans? Je vous aurais dit 4 ans. Mais il y a aussi, est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est la façon dont les choses évoluent, y compris de plus en plus vite? Un sentiment d'accélération des choses? Est-ce que vous ressentez cette dimension-là aussi? Oui, mais c'est pas des choses. C'est les décisions vont tellement vite que ça n'est plus des réflexions, ça devient des réactions. En plus, cette discussion, elle est très intéressante. Parce que moi, je parle avec vous, vous avez 28 ans? J'ai 27 ans. Ouais. 27 ans. Donc, c'est-à-dire que vous êtes immortel, en fait. Dans quel sens? Mais vous ne pensez jamais à la mort. Enfin, c'est oui, je rarissime. Pense qu'on y pense sûrement davantage plus tard. Vous y pensez éventuellement pour faire le malin dans une discussion. Mais vous ne vous réveillez pas le matin en sortant de votre chambre en disant « J'adore ce lit, j'adore ma salle de bain, un de ces quatre, je vais plus voir tout ça. Oui, » Voilà. Et c'est génial. Donc je vais pas vous faire ce que mes parents n'ont pas fait avec moi, je vais pas vous prévenir. Mais ça va vous arriver demain. Parce que dans 30 ans, c'est demain. Et donc c'est une discussion formidable parce qu'on n'est vraiment pas du tout la même génération. Et donc ça va donner de l'intérêt à vos questions, à mes réponses. Parce que la notion du temps, vous ne le gérez pas du tout comme moi. Même la douleur, quelqu'un vous pique votre vélo, aujourd'hui, vous partez en sprint et vous essayez de le rattraper. Moi, je fais pareil, et je me claque un muscle au bout de 6 mètres. Et vous avez le sentiment que c'est préférable de grandir à l'époque, à grandir dans le sens passer sa jeunesse à l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, ou celle dans laquelle vous étiez Alors, c'est une question auquel j'ai pas envie de répondre, pas parce que je me défile, mais parce que je joue à qui perd perd. Si je vous dis que c'est mieux de grandir aujourd'hui, je me fais du mal, parce que moi, j'ai pas grandi aujourd'hui. Et si je vous dis que c'était mieux de grandir avant, j'attaque frontalement mes enfants. Et je leur mets le cafard, alors que j'ai pas envie de faire ça. Ce que je sais, c'est que je suis très très confiant dans la jeunesse d'aujourd'hui. Je les trouve, pour ceux qui sont intelligents et entreprenants, je les trouve formidablement débrouillards. Il n'y avait pas de Hugo, ou beaucoup moins de Hugo il
a 40 ans. Il y avait des discussions, les gens parlaient dans les cafés, on était maoïstes, trotskistes, on était de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Mais il y avait des discussions, mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes gens qui tout d'un coup étaient à la tête comme vous d'un studio et des caméras, des étages, des bureaux, qui avaient autant de... Donc ça, c'est une jeunesse incroyablement... vous êtes une jeunesse incroyablement entreprenante. Mais vous avez aussi des choses tristes. Bien sûr. Forcément, oui. Moi, j'arrivais dans une boîte de nuit avec une clope à la bouche. En interview, on avait un paquet de cigarettes, on faisait ça. Et donc c'était sexy, ouais. c'est classe. Là, je serais venu ce matin, je serais arrivé avec une Austin ou une R5 et je me serais garé sur le trottoir comme ça, sans ceinture évidemment, ou en moto sans casque. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses, c'était fun, quoi. Et parmi les choses qui ont changé, c'est vrai que il y a un élément qui est derrière tout ça, qui est quand même la question des réseaux sociaux, parce que jamais j'aurais pu lancer ma chaîne YouTube il y a quasi 10 ans maintenant, si jamais il n'y avait pas eu la possibilité très facilement d'avoir un téléphone pour se filmer, d'une plateforme pour publier et être éventuellement écouté si ça intéresse des gens. Donc la question des réseaux sociaux est quand même assez centrale dans tout ce qu'on se dit là depuis quelques minutes. Et sur ce point-là, ce que je trouve intéressant, c'est que à l'époque, donc il y a encore une fois 8-9 ans, je me souviens dans le cadre de cette conférence, soit vous l'aviez dit, soit des personnes de l'équipe nous l'avaient dit, Vincent aimerait bien qu'on puisse avoir un échange, certes dans un amphithéâtre, une conférence et plusieurs centaines de personnes, oui, mais sans avoir des tweets qui partent de tous les côtés sur chaque propos qui est dit, ne pas avoir des gens qui filment en permanence chaque chose, et qu'on puisse passer un temps ensemble et échanger ensemble pendant 1 heure ou 2 heures le temps de cette conférence. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces réseaux sociaux et pourquoi est-ce que c'était important pour vous à l'époque ? C'est bien que vous me posiez la question parce que je suis très intègre et en même temps très hypocrite aujourd'hui. J'ai jamais eu de réseaux sociaux de ma vie. Jamais. C'est pas que je les ai quittés. J'ai jamais eu Facebook, j'ai jamais eu Twitter, j'ai jamais eu Instagram. Je ne les aurai jamais. Tout simplement parce que je me fous complètement de savoir si votre chat a mangé ça ou pas ça ce matin. Recevoir une photo, ça c'est un arbre que j'adore, je m'en tape à des niveaux dont vous n'imaginez pas. Ça c'est ma mère, ça c'est la piscine, ça c'est ceci, ça c'est moi. J'ai mangé de la mozzarella, je te la montre. Il y a des gens qui arrivent au restaurant maintenant qui font ah oui, comme ça avec le portable. Qui se mettent même qui se lèvent sur la chaise pour avoir un plan beaucoup plus... Les Mongoliens, ils s'en foutent. Et tout est filmé, tout est pris. Et pourquoi je suis contre dans les conférences ou quand on va présenter un film dans une salle, c'est parce qu'à un moment, il faut privilégier les gens qui sont là. Et il y a aucune... Et je dis toujours aux gens, quand on va dans une ville pour montrer un film ou dans une conférence comme ça, je dis toujours aux gens, vous êtes là. Vous voulez pas qu'on vole un moment de 1 heure où il fallait être là, quoi. C'est vous qui êtes là. Vous avez fait l'effort de venir. On est bien. On n'est pas obligé de rendre compte continuellement à la terre entière de toutes les secondes qu'on a vécues. Ce moment, soyez gentils, on le garde pour nous. C'est les premiers qui le posent et qui applaudissent en disant... Donc en fait, ils sont d'accord. Et c'est ça qui me choque le plus. Ils sont d'accord. Et je me souviens aussi des retours des personnes, et je dis pas ça parce que vous êtes là, c'était vraiment le cas. C'était la conférence qui avait le plus plu à l'époque. Je pense aussi le fait que beaucoup de gens aient coupé leur téléphone pendant 1 heure. Ils se fait, en fait, il se passe quelque chose et je suis là et je passe un moment. Exactement. Comme un concert entre filmer et profiter de ça. Pour tout vous dire, je sais qu'il y a encore quelques années, c'était vu comme des réflexions un peu de... On va dire de vieux boomers qui étaient en mode oh là, les jeunes leur téléphone. Réveille-toi là. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, y compris les plus jeunes, sont ils peuvent l'entendre. Exactement. Ils peuvent l'entendre. Mais moi, j'ai vu l'autre jour dans un musée. Je peux pas me lever parce que sinon je vais pas être suivi par les caméras. Mais j'ai vu dans un musée quelqu'un qui, imaginons que le tableau est là, qui arrive pour voir un tableau d'1 mètre, Monet, Van Gogh. Il se trouve que c'était un Cézanne, bref. Il a son portable là, il le règle comme ça, il fait ça. Il ne fait même pas ça. Il est comme les flics qui a du soleil, il est en continu avec son arme. Donc il est comme ça, il le règle et il fait... Il regarde le tableau, et là, je me dis, il va baisser son truc et il va regarder le tableau. Pas du tout, il fait... On l'a, c'est bon. C'est-à-dire que le type est venu au musée, il n'a même pas regardé le tableau. Alors là où je suis hypocrite,
Non, 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 mais attendez, on va quand même... parce que vous parlez de langue de bois, moi j'ai pas la langue de bois, je suis hypocrite sur deux choses. D'abord, je viens vous voir, je fais l'émission... Non, 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 mais je fais l'émission Hugo Décrypte, donc je suis contre... mais enfin, quand ça m'arrange, je suis là quand même, hein, on va pas se raconter des blagues. Et l'autre chose, de temps en temps, quand je fais un truc, quand ça va passer, je vais évidemment demander, parce que j'ai des enfants, moi. Et eux, ils ont des réseaux, ils sont pas à fond dessus. Mais évidemment que je vais demander, et dis-moi, enfin, les gens, les retours, ils m'aiment bien quand même, ou... Donc, sûr. je m'en fiche beaucoup, mais si je peux aller glaner un petit renseignement, oui, parce que c'est quand même un élément énorme de la vie d'aujourd'hui. Voilà. Ça a pris la place partout et on peut pas faire sans. Finalement, on peut pas faire sans. Bon, on va quand même parler un petit peu de cinéma. On va parler de votre dernier film, Jouer avec le feu. Vous avez joué dans des dizaines de films, depuis plusieurs dizaines d'années. On est en 2025 maintenant. Quand vous choisissez un rôle, qu'est-ce qui vous fait dire, celui-là, j'ai envie de le faire? Aujourd'hui, là, après tous ces films que j'ai déjà faits, celui-là, j'ai encore envie de le faire. C'est toujours la même chose depuis 40 ans. En fait, la première chose, ça a l'air banal comme réponse, c'est je lis un scénario et il faut avant tout que j'aime le scénario. Pourquoi, j'en sais rien. Comment je l'aime, je m'en fous. C'est exactement comme l'amour. Il y a des gens, une femme qu'on rencontre, un homme qu'on rencontre, un copain qu'on rencontre. En 4 secondes, on fait... Je sais pas pourquoi j'aime cette personne. Elle me plaît, elle me branche, ça me va. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai ça, évidemment, je regarde le rôle. Il faut que j'ai envie d'être lui. C'est pas plus compliqué que ça. Je dis, il faut que je sois lui. C'est la première question. J'ai envie d'être lui. La deuxième, c'est si je suis pas lui, c'est donc quelqu'un d'autre qui va le faire. Est-ce que ça me va que ça soit quelqu'un d'autre? Si je me réponds non, j'ai vraiment... Je dis oui. Mais je réfléchis très vite quand je lis une histoire. Là, en l'occurrence, je réagis. C'est organique, c'est animal. Ça me plaît, le scénario me plaît, j'ai envie d'être lui, j'appelle, je dis oui. Après, on verra. D'abord, oui, donc je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Après, on verra comment je me débrouille. Oui, c'est vraiment comme ça que je choisis. Après, il y a un truc un peu bizarre en ce qui me concerne. Ça arrive sûrement à d'autres actrices et acteurs. La première chose que vous m'avez dit quand on est arrivé là, qu'on a préparé les lumières, le micro, vous m'avez dit, mais là vous êtes en tournage, Vincent? Et je vous ai répondu, non, non, pas du tout. Oui, non, mais parce que vous êtes tout le temps en tournage. Et je vous ai dit, non, vous savez quoi? On a l'impression de vous voir souvent au cinéma. Et j'ai dit, on va garder ça pour quand on va se parler. Mais c'est un très beau compliment, parce qu'en fait, vous avez l'impression de me voir souvent, mais en fait, je fais très peu de films. Je suis même un des acteurs qui tourne le moins. Et donc, je me dis que j'ai raison d'être exigeant et précis, parce qu'en fait, peut-être que je fais des films par certains aspects qui sont différents, qui marquent un peu, et qui fait qu'on croit que je suis extrêmement présent, parce que la chose est un petit peu intéressante, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais... Et en fait, non, je tourne pas beaucoup. Je n'accumule pas les films. Et sur le choix des films, je comprends complètement la démarche là. Il y a un point que je trouve intéressant que vous avez dit, est-ce que ça m'irait que quelqu'un d'autre le fasse, ce film-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le côté, j'ai le sentiment d'être capable de jouer ce rôle-là, et donc j'ai envie de m'en saisir plutôt que quelqu'un d'autre s'en saisisse? Parce qu'on pourrait se dire, au pire, ce sera quelqu'un d'autre. On verra s'il s'en sort ou pas, quoi. Oui, alors ça veut dire que j'ai pas envie de le faire. Mais c'est pas une question de je ne veux pas ce que j'aime et je ne veux pas que vous l'ayez. Pas du tout. Oui. Par exemple, Titane de J.A. Ducournau, quand j'ai lu le scénario, que j'ai adoré, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'incroyable. Mais si vous m'aviez dit ce jour-là, mais comment vous appréhendez le film? J'aurais dit, écoutez, franchement, j'y comprends pas grand-chose. Je sais que c'est bien, comme un aliment. Je sais que c'est très très bon. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a dedans, je suis incapable de reconnaître les ingrédients. Juste, c'est très très bon. Et donc, comme je ne comprenais pas tout très bien, mais j'adorais ce que je disais, mais j'adorais le package, tout, et j'avais envie d'être ce pompier, je me suis rabattu sur... quand j'avais pas un doute, mais quand ma décision doit être prise, et je voulais que ce soit rapide, parce que j'adore J.A. Ducournau, tout de suite, je suis passé dans un truc comme une expérience, j'ai fait, et si c'est machin qui le fait, j'ai dit, non, il n'y a pas question. C'est impossible. Allô? Oui, c'est oui.
Ouais. Voilà. Donc il y a une part d'instinct quand même là-dedans dans le choix qui... Ah mais énorme. Et qui se construit. Vous pensez que c'est quelque chose où entre guillemets, on l'a ou on l'a pas? Est-ce que vous l'aviez au tout début de votre carrière, cette capacité à se dire ah, ça c'est pour moi ou ça me... Je sais pas si je l'avais comme ça, on évolue. Mais j'ai toujours... il m'est arrivé de faire des concessions dans ma vie. Non. Il m'est arrivé de faire des concessions, mais jamais de compromis. Même quand j'étais jeune, si j'avais pas envie de faire un film, j'ai refusé beaucoup de rôles, des petits rôles, des moyens rôles, tout simplement parce que je n'avais pas la force organiquement d'aller me présenter. Si cette interview, par exemple, je la sentais pas, si j'avais pas envie de venir, ils peuvent être 2000 à me dire, Vincent, crois-moi, il faut faire Hugo Décrypte. Non, mais c'est important pour le film. Si je ne veux pas venir, il n'y a pas un cas où je viens. Je ne peux pas. Avec toute la bonne volonté du monde, je ne pourrais pas parler. Ça ne vient pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me passionne pas. Donc, voilà. Donc, je fais ça avec tout, en fait. Il y avait une très belle phrase de Lino Ventura dans un film de Claude Lelouch qui s'appelle La Bonne Année, où tout d'un coup, il était à un dîner, il s'embête un peu, et puis il y a des bourgeois qui lui posent des questions sur l'art et tout, et lui, il est un peu... Et puis tout d'un coup, à un moment, il y a un des types qui fait « Je comprends pas, comment vous faites pour choisir un film ?» Et il le regarde comme ça dans les yeux, il fait « Comme je choisis une femme, en prenant des risques. » Et j'ai adoré cette phrase. Un exercice, que ce soit comme celui-ci, ou en général, le fait de parler d'un film, d'en faire la promo, parce que c'est le mot qui est utilisé à l'approche d'une sortie, c'est quelque chose qui vous fait chier, ça dépend du cadre, c'est... En principe, en règle générale, c'est pas un plaisir énorme. Mais quand j'y vais, chaque chose que je fais, c'est parce que je veux vraiment bien le faire. Ça, c'est par détail. Donc, à chaque fois, ça me va. Mais le tout ne me va pas. J'aimerais bien, mais j'ai quand même fait très peu de promotion depuis quelque temps. Depuis une bonne quinzaine d'années. J'essaie de faire 1, 2, 3 trucs, mais j'aimerais pouvoir me retirer vraiment. J'aimerais pouvoir avoir la preuve que venir parler d'un film ou ne pas venir, ça ne change rien. Parce que... alors là, il y a 3 choses qui s'appliquent. La première, c'est que quand je parle d'un film, ce que je vous raconte, je le sais déjà. Donc moi, je n'apprends pas grand-chose. Et en même temps, c'est pas complètement vrai parce que les questions que vous nous posez, quelquefois, nous font nous questionner sur des choses qu'on n'a pas vues quand on a dit oui. Parce que si quand on commence un film, on partait avec toutes les questions que vous nous posez ou que les journalistes nous posent avant, quand on vient faire la promotion, on pourrait même pas y aller. On dit j'ai trop de choses, j'ai trop de dossiers, trop d'enjeux, trop de dossiers à régler. Et en même temps, mais c'est aussi beaucoup pour les auditeurs et les spectateurs. Je suis très scrupuleux. Et j'ai un sens du ridicule assez exacerbé, un peu trop costaud même. Et j'ai toujours la terreur d'embêter, de gêner. J'ai toujours la terreur que les gens se disent... Mais dans le sens faire chier ou embêter dans le sens... ennuyer dans le sens... qu'ils soient pas dupes, qu'ils se disent ouais, d'accord. Alors donc en fait c'est le numéro 723 624e qui vient nous dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'était super le film, c'était super sur le tournage. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote et j'ai presque envie pendant que je fais l'interview de me dédoubler et de faire on s'en fout de ce que je dis, hein, vraiment je suis pas dupe, vous inquiétez pas. Je suis comme vous, moi aussi, je me regarde, c'est grotesque. Donc, juste quelques éléments quand même sur le film pour que tout le monde comprenne. Jouer avec le feu, c'est donc un film dans lequel vous incarnez un père de famille, veuf, avec 2 enfants. 2 enfants, on va dire, au parcours différent. Il y en a un, on va pas dire trop d'informations, mais qui part étudier, l'autre qui a davantage... qui va étudier, y compris à Paris, à la Sorbonne. Voilà, qui va rentrer à la Sorbonne. Ouais. L'autre qui a plus de difficultés au niveau de ses études et qui, et c'est l'un des éléments du film, se rapproche de groupuscules d'extrême droite violents dans la région. C'est un film où, pour ce rôle, vous avez été couronné à la Mostra de Venise, il faut quand même le dire, en recevant la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. Déjà, première question, qu'est-ce qui vous a attiré sur ce film précis? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à celui-là? Alors, d'abord,
Avant de parler du sujet du film, ce qui m'a attiré, c'est que on m'a proposé un rajeunissement. J'étais ultra content. J'ai adoré le scénario, hein. Adoré, mais vraiment adoré. Ça c'est tiré d'un livre de Laurent Petit-Mangin qui s'appelle Ce qu'il faut de nuit. J'ai adoré le scénario et le thème. Mais donc, comme j'ai vu j'avais 2 fils qui ont à peu près 24 et 22 ans et demi, ils sont à 1 an et demi d'écart. L'idée d'aller jouer la comédie avec 2 jeunes garçons qui ont des rôles principaux comme moi, c'est un moment de ma vie où j'ai envie de donner, de partager, d'être collectif. J'en ai marre du Vincent tout seul. Ça tombe pile au bon moment. Donc déjà, ça c'est la raison humaine. J'avais très envie de partager. Ça a été formidable. C'était génial d'être avec eux. Ils m'ont amené de l'insouciance, de la déconcentration. Je les ai regardés vivre, tout d'un coup bouffer un burger 3 minutes avant une prise. Mais comment ils font? Et moi, je pourrais pas. Fumer des clopes, téléphoner, écrire avec les 2 doigts comme ça à 100 000 à l'heure. Ça m'a vraiment égayé. Et puis, comme eux, ils étaient un peu impressionnés en se disant, tiens, on va tourner avec Vincent, on a intérêt à se tenir à carreau. La glace s'est brisée, évidemment, immédiatement. Mais quand même, j'avais une fonction un peu comme dans le film, j'étais leur père de cinéma. Donc je m'occupais un peu d'eux. Et quand vous vous occupez des autres, vous oubliez de vous occuper de vous. Et ça m'a fait du bien d'oublier de m'occuper de moi. Ça, c'est le contexte humain. Ce qui m'a plu dans le film, c'est beaucoup de choses. C'est qu'il y a 2 histoires, ou du moins il n'y a qu'une histoire, mais il y a la petite histoire et la grande histoire. Et il y a la petite histoire dans la grande histoire dans la petite histoire. Tout est mélangé. Il y a, oui, un jeune homme qui va se radicaliser et qui va se faire enrôler dans un groupe de jeunes gens d'extrême droite, oui. Mais il y a aussi une histoire énorme, et c'est celle qui m'a quand même le plus attiré pour qu'on aime la deuxième, faut-il que la première soit solide, c'est un père démuni devant 2 enfants qui ont mangé les mêmes choses, dormi dans des chambres quasiment identiques, entendu les mêmes conversations, et été élevés de la même manière, ont eu la même culture, la même adresse, la même maison, les mêmes mobs, les mêmes copains, qui sont très très rapprochés l'un de l'autre. Hein. Oui, ils sont très proches dans le film. Parce que j'ai oublié de dire, ils ont perdu leur maman. Moi j'ai perdu la femme que j'aimais, qui est morte, mais eux ils ont perdu leur maman. Et donc tout le monde ne réagit pas pareil face au deuil. Et donc il y a un de mes 2 fils qui se jette à corps perdu dans le travail, dans l'envie de monter à Sorbonne, et il y en a un autre qui végète. Et qui manque de communication avec son père, parce que moi, le deuil que je fais, c'est pas dans la conversation avec mes fils, je reste de plus en plus longtemps, je suis cheminot, enfin je suis caténériste, je m'occupe de réparer les lignes de tension des trains, je reste de plus en plus tard au boulot, je bois des bières avec les collègues pour rentrer à la maison le plus tard possible, puisque la femme que j'aime n'est plus là. Alors il y a mes fils, mais ils sont grands, ils bougent, ils ont une vie. Ils ont leur vie aussi. Et donc moi je me jette là-dedans. Et il y en a un, qui s'appelle Fous, qui est mon fils aîné, et lui, il a pas cet endroit social, ce tissu social où il peut se jeter dedans. Donc lui, il traîne, et à un moment, quand on traîne, quand on est en manque d'espoir, quand on est dans désespérance, quand on est moi j'adorais on avait un mot à l'époque, moi quand j'avais votre âge, on disait il zone. J'adore, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il zone, quoi. Arrête, on n'arrête pas de zoner, là. Et il zone dans la zone. Et là, les premiers gens qui viennent vous voir et qui vous montrent juste un égard, un regard, un signe d'amitié, on les rejoint. On s'y accroche, on s'y attelle. Juste, c'est pas du tout, je réponds, je me défie pas loin de là du sujet de la radicalisation avec un groupuscule de l'extrême droite. Mais ça arrive aussi avec la religion. Ça arrive aussi avec les addictions. Oui, parce qu'il y a la drogue, ça peut arriver avec la drogue, et ça peut arriver avec la secte. Et il y a un élément commun qu'on voit dans le film d'ailleurs, qui est dit très clairement à un moment donné. Je sais plus d'ailleurs quel fils vous le dit, mais dans le film vous dit, il me semble que c'est ça ton problème, tu crois en rien. Il y a un peu de ça aussi dans ce qu'on évoque là. Il y a un jeune qui a de l'espoir, alors lui c'est via ses études à la Sorbonne, exactement. Il rêve de ça, et puis il y a l'autre qui se dit mais
il faut que j'ai quelque chose. Et qui me hurle dessus. À un moment où on a une grosse dispute, et qui hurle et qui ouvre la porte de sa fenêtre, il fait oui, ben, je te laisse avec ton fils parfait. C'est une... Et ce qui m'a énormément plu à faire, c'est qu'est-ce qu'on fait devant cet amour inconditionnel, l'amour des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais voilà, vous allez voir. Il y a un moment où on ne réfléchit même pas. Là, il n'y a plus de réflexion. C'est un réflexe. Je me souviens que quand les enfants arrivent, je m'étais dit une phrase que j'avais répétée à un copain. J'avais dit avant, j'ai pas aimé. C'est beau. En fait, avant, on n'a pas aimé. On croit qu'on a aimé. Ouais, on a aimé. On a beaucoup aimé. Et donc, il y a un amour qui est inconditionnel. Et on les aime pareil. Et donc, ça raconte ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a effectivement des situations... Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, où qu'ils aillent, quoi qu'ils aiment, on les aime pareil. Donc, on est encore plus démunis. Parce que quand c'est un en qui on se retrouve, qui a un caractère qui vous ressemble, il y a une communication possible. Mais le caractère, c'est votre destin. Souvent, on peut avoir deux enfants qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre. Et on n'a pas la clé. On a une clé pour un écrou qui ne marche pas sur l'autre écrou. Et on se dit, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas les mêmes écrous. Et jusqu'où, parce qu'on le dit, du coup, là, c'est deux enfants... Et ça sort de la même machine. Oui, mais justement, c'est deux enfants qui ont eu, a priori, la même éducation, là, on le voit dans le film avec vous, et pourtant qui n'ont pas le même parcours. Il y a une question un peu centrale, du coup, qui se pose. Il y a la question de l'amour, on l'a vu là, mais il y a une autre question. Jusqu'où les parents sont responsables de ce que deviennent leurs enfants ? Moi j'ai toujours envie, dans ces cas-là, pour pas donner de leçons, de dire que c'est un peu comme une danse, c'est 50-50. Moi je pense que le grand mot, donc le mal, les mots du siècle, c'est la non-communication. Il faut parler. Il faut parler, il faut pas avoir peur d'entendre des choses, il faut parler avec ses enfants, avec les gens qu'on aime, leur dire, ne serait-ce que ces questions, comment ça va aujourd'hui ? Comment s'est passée ta journée ? Qu'est-ce que tu as fait ? Plus personne ne se pose de questions. Ce soir, quand vous allez rentrer, personne ne va vous dire « C'était comment ta journée ? C'était bien ? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vécu ?» la poser réellement au sens... Réellement, dans les yeux, pas juste « Ça va ?» Pour attendre, pour supplier inconsciemment que l'autre va dire « Ouais, ouais !» Parce que s'il répond « Bah, bof !» Tout d'un coup, il y a ça ouvre autre chose. Merde, il va falloir que je demande « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Non, rien, non, t'inquiète. » Et là, le t'inquiète, l'autre, il s'accroche vite au t'inquiète, il fait hop. Pénard, j'ai plus besoin de creuser. Voilà. Et ce qui est important, c'est que ce père n'a pas communiqué. Mais même s'il n'y peut rien, dire, dis-moi si ça va pas. Je vais essayer de t'aider, je ne serai peut-être pas capable. Essayer de communiquer, de s'intéresser, de regarder. Quelquefois, il y avait un film de Nicole Garcia que j'avais adoré, qui s'appelait L'Adversaire, et où Jean-Claude Roman mentait à sa femme et a tué toute sa famille à la fin du film. Mais je me demande si le film qui aurait pas été intéressant aussi à faire, c'est le film sur la femme à qui il ment depuis 20 ans et qui s'en aperçoit pas. Faut-il ne pas aimer quelqu'un ? Faut-il ne pas le regarder et pas s'intéresser à sa vie pour ne pas s'apercevoir qu'il vous trompe depuis 20 ans ? C'est pas que le trompeur qui est fautif, évidemment qu'il est fautif. Mais quand ça dure une éternité, ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas voir, c'est le déni, on ne veut pas regarder ce qui se passe. Et donc là, il est très fautif, le père. Parce que ça se voit, un enfant qui, on le sent, a des trucs. Il arrive, il bouffe à table, il parle un peu moins bien, il se lève plus tôt que prévu, il dit « Salut, pas !» Il prend son truc, il se casse, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un moment, tu fais « Oh !» Mais sauf que la crainte du père dans cette situation, j'imagine que c'est... Il veut pas perdre le lien qu'il a avec son fils, donc faut affronter effectivement directement le sujet, mais c'est pas évident. Inconsciemment, on est dans le déni, on laisse faire. Au risque de laisser pourrir une relation ou un lien qui s'était fait, quoi. Mais c'est comme dans les films, comme dans les polars. Quand t'as une arme que ça fait, dis-moi qui t'envoie. Dis-moi qui t'envoie. Mais ne parle pas. Parce que de toute façon, quand t'auras parlé, on va te tuer quand même. Donc ne parle pas. Enfin, si tu en es capable. Donc voilà, oui, il faut affronter ces choses-là. Il y a la question de l'amour, il y a la question de la responsabilité, il y a la question du pardon aussi. Encore une fois, on ne dira rien sur le film. Non, mais est-ce que
est-ce qu'on doit tout pardonner à son fils ? Ah, mais c'est les grandes discussions, ça, c'est les grandes discussions. Il y a 3 discussions sur la Terre. Il y a est-ce que t'es pour ou contre la corrida ? Est-ce que t'es pour ou contre la peine de mort ? Et est-ce qu'on doit tout pardonner à un ami ou à un amoureux ou à une amoureuse ou à ses enfants, quel que soit leur acte ? Et là, on part dans les discussions et on déchiquette des bouchons de liège dans la cuisine à boire du vin où ça termine quasiment en baston. Alors après, ça, c'est... moi, vous me posez la question à moi ? Moi, je pardonne beaucoup. J'ai 3 stades. Généralement, j'oublie. Quand vraiment j'aime quelqu'un, je mets toute ma force pour oublier. Si j'aime beaucoup, mais un peu moins que passionnément, je pardonne. Mais j'oublie pas, mais je pardonne. Mais c'est là. Et ne pas pardonner et ne pas oublier, ça m'est arrivé. Et en fait, je me fais plus de mal à moi, parce que je déteste cet état-là. Donc, oui, je pardonne énormément. Mais il y a des gens qui ne pardonnent pas. La phrase, souvent, c'était si ton fils, ta fille, ta femme ou ton meilleur ami tue quelqu'un, est-ce que tu poses 0 question et tu l'aides à planquer le cadavre ? C'est cette phrase. Je suis plutôt de cette famille. Mais bon, ça, c'est ce qu'on dit avant que les actes arrivent. Hein. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne laissent pas. Ça, je suis intolérant. Quelqu'un qui fait non, stop, c'est terminé. Il y a quand même des éléments attends, donne-moi une. Non, il n'y a pas de deuxième chance. Non, j'ai plus envie de te voir. Ah, ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est honteux. On laisse une deuxième chance aux femmes et aux hommes. Il y a 2-3 trucs en plus que je voulais voir sur ce film, mais c'est intéressant quand vous en parlez, et vous venez un peu de l'évoquer là. Vous dites « je » pour parler de votre personnage. Quand on voit et quand on fait des interviews d'acteurs, il y en a qui prennent la distance avec leur rôle, qui disent j'incarne le rôle de qui fait ça ou qui rencontre telle personne et qui voilà. Vous, c'est vrai qu'il y a c'est moi. Les deux se confondent finalement quand vous en parlez. Est-ce que ça veut dire, et ça revient à la question de tout à l'heure, quand vous choisissez un film, il faut quelque chose où vous dites oui, j'ai envie de l'incarner, mais c'est aussi moi, ça pourrait être moi ou c'est aussi moi pour choisir un rôle. Il faut qu'il y ait ce lien quand même qui se. C'est pas qu'il faut. C'est qu'à partir du moment où j'aime un personnage, immédiatement, je rentre en mimétisme avec lui. Et alors, une chose auquel on pense jamais, mais qui est le b.a.-ba, mais quelquefois, on ne voit pas le truc qui est là. Mais le personnage, puisqu'on me le propose, il va quand même beaucoup me ressembler. En théorie, oui. Bah oui, puisque c'est moi. Et c'est moi qui vais dire ces phrases. C'est moi qui vais faire ces gestes. C'est moi qui vais voir cette situation. Donc, ma grande question, c'est est-ce que je suis 24 heures sur 24, pendant que je fais un film, le personnage du film, que je ne quitte jamais, et quand je vais le soir boire des apéros avec des potes et au resto, je suis le personnage qui a quitté le plateau et qui boit des apéros et qui dîne avec ses potes? Ou est-ce qu'au contraire, je suis moi, avec les copains, quand je bois des coups et les apéros, et le matin quand je me réveille, je suis toujours moi qui va et qui met les fringues de ce personnage, mais c'est toujours moi. C'est les deux. Mais je pense, parce que tout à l'heure je vous parlais, on a fait un documentaire sur moi qui s'appelle Cœur sanglant, où ils m'ont suivi pendant 4 ans, Alban Turlet et Thierry de Mézières. Qui sort en février, c'est ça ? Qui sort le 5 février sur Arte. Et en fait, où je parle, mais quand je dis je parle de moi, je parle de moi, je dis tout. Je ne me protège pas du tout. Il y a même des gens qui voient le documentaire qui disent « Mais Vincent, mais t'es fou, mais t'as pas peur ?» Je dis « Mais peur de quoi ? Tu veux qu'il m'arrive quoi ? On va me pendre ? Non, mais quand même, c'est tellement... moi, j'ai vu le truc, j'ai adoré, mais vraiment, hein, mais je suis ressorti complètement... En fait, ce que je veux dire, c'est que plus vous parlez de vous, mais du fond, plus c'est universel. Et plus on garde les gens à distance, et plus, en fait, ils ne se reconnaissent pas en vous, et on ne se reconnaît pas en eux. Et moi, et mon point suprême, c'est quand vous allez voir le film, avec quelqu'un, pratiquement vous lui disiez, tu vois, lui, c'est moi. En fait, c'est comme si je voulais regrouper. Donc. Ouais. Mais quand vos proches vous disent ça, par exemple, là, dans le cas du documentaire, qui vous disent mais t'es fou, pourquoi est-ce que tu montres autant de choses ou quoi ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce qu'on imagine que la crainte qu'ils ont, c'est éventuellement de se dire ils s'exposent et qui s'expose éventuellement prend le risque d'être critiqué, d'être. So what ?
So Oui, what? et vous, c'est quelque chose qui vous... Mais de toute façon, si je ne m'expose pas, je vais être critiqué de ne pas m'exposer. Ouais. Si je m'expose, on va pouvoir me critiquer de m'exposer. On peut aussi ne pas me critiquer. Oui. Il y a quelque chose de libérateur de se dire dans tous les cas, on Mais sera surtout, ça me toujours fait critiqué. plaisir. Je pense que dans ce documentaire, je parle à tout le monde. Et je pense que dans ce film, Jouer avec le feu, ce père, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu déjà, qui m'en ont parlé, parle à beaucoup de pères qui disent « Mais c'est dingue, je suis sorti, j'étais extrêmement ému. » Parce que c'est vrai, toujours la phrase c'est « Moi qui ai des enfants, moi j'ai aussi des enfants, moi aussi j'ai des enfants. » Et pour d'autres problèmes. Il y a des enfants qui sont plus taiseux, des enfants qui sont plus problématiques, des enfants qui tiennent pas au courant leurs parents de tout, des enfants qui tombent dans les excès de l'alcool, de la drogue, d'une mauvaise fréquentation, quelle qu'elle soit, et qui disent « Mais quand j'ai vu ce film, ça m'a ramené à ma vie. » Mais si vous faites un film que là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, et pour montrer des moments noirs, il faut évidemment montrer des moments de gaieté. Parce que c'est ça qui fout les jetons. Et il y en a aussi dans le film. Oui, c'est une famille qui va très bien. Ouais. Ils vont au foot ensemble. C'est des moments ludiques, ils s'adorent, ils rigolent. C'est vraiment le père et ses deux fils. Il y a l'anniversaire où ils dansent le rock comme des dingues. C'est important, ça. Donc, en fait, c'est ça qui montre l'inconditionnalité de l'amour. Ça veut dire que... Parce que déjà, le père voit qu'il y en a un qui est... Mais ça n'empêche pas que ce soir, on fête l'anniversaire et qu'on va mettre ça entre parenthèses. Et c'est ça qui est beau. C'est un film qui parle d'amour, qui parle de tout ça, mais c'est aussi un film politique, parce qu'il y a quand même un vrai sujet politique derrière. Il y a la question sous-jacente derrière, qui est aussi la question de la montée de l'extrême droite, qu'on voit là dans le prisme français, voire local ici, avec des groupuscules malheureusement violents ici qu'on voit là. Mais elle est en fait dans le prisme mondial. Mais c'est quelque chose qui est mondial. C'est une question que j'ai hésité à vous poser honnêtement, parce que ça fait un peu une question de journaliste, soit un politique, soit un chercheur sur un sujet. Mais cette montée-là, comment est-ce que vous, avec votre regard aujourd'hui, vous l'expliquez? Je vais pas me défiler. Je suis pas sociologue, je suis pas politologue, je suis pas philosophe. Quand on me pose une question comme ça, ce qui m'embête, c'est que ou j'ai une réponse géniale et où tout le monde fait à la vache. Sinon, je fais comme... C'est une métaphore que je vais faire là. Hein. Je fais comme les chanteurs qui, en fait, chantent toujours la même chanson d'amour, mais avec leur mot à eux, qui fait qu'on croit qu'elle est différente parce que c'est sublime, mais c'est la même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus que ce qu'on lit et qu'on entend sur les ondes des radios le matin à la télévision? De moins en moins de travail, de plus en plus de machines qui remplacent l'homme, de plus en plus de désespérance, de plus en plus de règles, de plus en plus de pauvreté, une inégalité des salaires qui croissent de jour en jour et qui est absolument ignoble et inadmissible, une démographie qui, si on parle vraiment comme un que sais-je, un langage très simplé, qui me va très bien parce que c'est comme ça que j'aime me parler à moi-même, il y avait tant pour faire manger tant de personnes, et là, il y a 2 fois moins pour le double. Et avant, il y avait 20% de gens qui détenaient les richesses et 80 qui ne les avaient pas, et maintenant, il y en a un qui détient et 99 qui ne détiennent pas. Donc, forcément, tout est déréglé. Hier, il y a un journaliste qui m'a dit « Est-ce que vous ne pensez pas que notre génération, il a à peu près mon âge, notre génération, on était plus politisé, on était plus organisé, on était plus rien du tout. » C'est faux. C'est ça en quoi je vous disais, j'ai confiance dans la jeunesse quand même à l'arrivée. C'est que nous, on n'avait pas ce poids-là. Aujourd'hui, je suis très admiratif d'une certaine jeunesse qui se lève le matin avec tous ces drames, tout ce qui se profile à l'horizon, et qui quand même garde espoir, des potes, boire des coups, travailler, envie de réussir, envie d'avancer. Mais toujours pareil, ça n'est pas donné à tout le monde. Ça n'est pas donné à tout le monde socialement, c'est pas rien. Éducativement, c'est pas rien non plus. Et après, moralement,
les politiques sont extrêmement responsables, ils savent pas parler, c'est des alignements de mots et de termes où personne ne comprend rien, au lieu de parler avec des mots très simples. Mais alors quand on parle avec des mots très simples, on devient populiste. C'est extrêmement compliqué. Non, mais c'est pas de la tarte. Non, bien sûr, mais c'est un vrai sujet. Bah oui, ça pourrait être un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On sait pas non plus si en disant à quelqu'un « tu te trompes », on l'emmène pas encore plus loin dans sa pensée qui est contraire à celle que vous avez. En même temps, si on lui dit « bah oui, je te comprends », sur certains, allez, c'est la route ouverte à n'importe quoi. Donc j'ai pas de Mais c'est le reflet du film aussi, c'est le reflet de cet échange. Alors en plus il y a la dimension du père et de son fils dans le film, mais ça reste un sujet qu'on voit là. C'est universel. Comment est-ce qu'on recrée un lien? Comment est-ce qu'on on arrive en fait à alors il y a plein de choses, par exemple, c'est un détail que je vais vous raconter, mais regardez comme la vie est complexe. La chose qui a été le plus critiquée pendant 100 ans, où c'était, par les jeunesses des années 68, 70, le service militaire, ça va, il y en a marre, je suis obligé de m'arrêter à 20 ans pour aller dans une caserne, vivre à 4 dans une chambrée, où il y a la corvée des chiottes, ça va, c'est bon, allez, un peu de modernisme. Oui, mais c'était un lien social. C'est le seul endroit où un type d'une bourgeoisie incroyable dormait dans la même chambrée qu'un fils d'ouvrier, qu'un fils d'immigré, et ils se parlaient. Et quand on subit la même galère pendant 1 an, où on se lève à 5h30 du matin, et qu'il faut aller dans la neige, à marcher 1, 2, présenter, armes, et qu'on en ça a rassemble jusque-là, un petit peu. Mais c'est pas que ça rassemble un petit peu, c'est que ça rassemble à mort, et que j'ai entendu mon père toute sa vie, même des copains à lui que je trouvais complètement cons, qui avaient des idées que je détestais, et d'autres que j'adorais. Cette phrase, oui, mais Vincent, stop, c'est un copain de régiment. Et en fait, je l'ai vu, moi, dans ma vie, avec lui, téléphoner à un copain qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans, un copain de caserne, où le mec lui a rendu service immédiatement. Il a dit, non mais, Laurent, je te demande même pas, t'as besoin de combien? Il y avait ce lien, il n'y a plus. Ce qui manque, c'est ce lien social. J'adorerais, moi, qu'on invente aujourd'hui, avec les jeunes, un service civique obligatoire, où entre le premier jour de la première et le dernier jour de la terminale, on doit aller faire un travail pendant 1 mois, envoyer ailleurs, reconstruire une école au Maroc, aider à construire un parvis en Tunisie, réparer des trucs dans une ville de France après l'inondation, aller à Mayotte pour... Et c'est obligatoire. Sinon, c'est des points au moins au bac. Et où des jeunes se retrouvent 1 mois sur 2 ans. En plus, ils quittent le foyer familial, ils quittent leurs parents, ils sont dans l'inconfort, mais ils sont ensemble. Je pense que c'est ça qui manque. Maintenant, il y a trop de cellules. Mais encore une fois, je n'ai rien inventé là. J'essaye de combler et de répondre à une question. Non, mais mais voilà, Non, mais c'est intéressant et ça me permet d'arriver aussi doucement sur un autre sujet. Lors de d'un discours que vous aviez prononcé quand vous étiez président du jury du 75e Festival de Cannes, c'était en 2022, vous aviez dit ceci: doit-on user de sa notoriété pour porter haut la parole des sans-voix ou refuser de prendre position par manque de légitimité? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que j'en parle. Oui, bravo. non, mais il me semble que vous avez... De votre côté, il y a aussi une question d'engagement, évidemment, qui revient souvent et qu'on ressent dans vos films. Il y avait eu, on va pas revenir en détail là-dessus, mais à l'époque, des articles qui vous prêtaient des ambitions présidentielles ou politiques, plus simplement. Vous avez raison de pas revenir là-dessus, parce que c'est eux qui me les prêtaient. Voilà. Si j'avais envie, vous voyez bien que je dis ce que je pense. Bah oui, j'aurais dit, j'ai des prétentions, et puis après, on se sera arrangé. Mais ça pose une autre question dans ce cas, c'est... Au quotidien, on sent que vous voulez être utile, ça c'est évident. On sent que vous voulez rendre service d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, la façon dont vous vous sentez le plus utile, c'est à travers vos films. Comment est-ce que vous le voyez ? Non, je me sens utile aussi dans la vie. Je fais des choses. Je suis parrain d'une association qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Un Rien C'est Tout. Il faut aller sur le net, unriensettout.org, qui est formidable et qui aide, où il y a 4 catégories: droit à la dignité, enfance, éducation, santé et environnement. Mais en fait, c'est l'éducation, ça vient souvent des papas et des mamans.
J'avais un père, je me souviens, j'étais jeune et je lui posais une question sur Harlem Désir. Le mouvement touche pas à mon pote. Et j'étais très jeune et je dis à mon père, mais il sert vraiment à quelque chose, Harlem Désir. Et il m'avait répondu cette phrase, ça m'émeut de la raconter parce que il était très important pour moi. Il avait toujours des formules et des métaphores très courtes, mais qui m'ont vraiment construite. Il m'avait dit, écoute, Vincent, je vais te dire une chose. Si il n'a servi, ne serait-ce qu'à éviter une expulsion d'un travailleur immigré de la France dans son pays, ou qu'il a obtenu une carte de séjour, rien que pour ça, c'est bien qu'il soit né et qu'il soit sur Terre. Et en fait, ça m'obsède. Et quand je fais un film auquel je crois, comme celui-là, que j'adore ce film, mais vraiment, je le dis, mais ça m'est arrivé avec La Loi du marché, si une personne sort du cinéma, une, c'est mieux 2, c'est mieux 1000, c'est mieux 100 000, bien sûr, une, et qu'il rentre avec, à la maison et qu'il se dit et si je parlais un peu plus à ma fille, et si je parlais un peu plus à mon fils, alors c'est bien d'avoir fait le film. Donc c'est ça, être utile. Mais j'ai pas le monopole de ça. Il y a des chanteurs qui... Balavoine, il chantait des chansons absolument fantastiques. Donc il était engagé et militant. Moi, je pense que tout est politique. Vous, là, vous, Hugo, en m'invitant là, en me posant ces questions, vous êtes utile. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et faire « Ah, c'était bien l'émission, là. C'est bien, le truc... Si la personne dit à quelqu'un « Écoute, Hugo et Vincent, truc... Non, mais ça... non, mais ça défonce, ça m'a bien branché. » C'est ça, mais c'est que de la politique. Et c'est de la politique, c'est de la politique souterraine. C'est de la politique comment dire, de quartier. Oui, c'est pas de la politique politicienne. Non, mais elle est très forte. C'est de la politique humaniste, humaine, de lien. C'est le lien. Le lien m'en fout, moi. Et d'ailleurs, c'est dans le film, on revient au film, mais il y a un moment où il me semble que c'est vous, enfin votre personnage, vous dites, à partir du moment où on dit que c'est plus politique, c'est là qu'il y a un problème. Exactement. Que c'est pas vrai. Politique. Ouais, c'est l'idée de penser que quelque chose n'est pas politique, tout est politique. Tout est politique. Comment on s'habille, c'est politique. Bien sûr. Avec qui on traîne, c'est politique. Mais bien sûr. Et même le politique qui dit que ce qu'il dit n'est pas politique, mais du bon sens, en général, on peut se méfier, où il y a des questions qui se poser. Ouais. Super intéressant. On pourra en parler pendant des heures, mais je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que on l'a pas dit dans votre parcours, et on va pas refaire tout votre parcours, mais vous avez commencé avec Coluche, où il y avait, chez Coluche évidemment, cette question du sens aussi, de ce qu'il faisait. C'est un génie, Coluche. C'est un génie. Pour moi, je pèse mes mots, pour moi ça a été, je parle dans les genres de spectacle, hein, ça a été un génie du XXe siècle. Mais au même titre que certains très 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 grands auteurs ou philosophes. Il avait une pensée d'une modernité, d'une humanité. Et ça aussi, j'avais 20 ans, moi. 20 ans, c'est jeune. Hein. 20 ans, pendant un an, j'étais 24 heures sur 24 avec lui. Quand je dis 24 heures, c'est parce que... C'est pendant une tournée, c'est ça? Je vais vous raconter un peu la tournée quand même assez rapidement. Donc, on se réveillait, quand je dis on, il se réveillait, lui, à 3 heures de l'après-midi, moi, à 9-10 heures du matin, puisque quand on est jeune, on dort tard. Et... on allait déjeuner ensemble, c'était une petite tournée, on était 8 personnes avec 3 voitures américaines où il y avait marqué Coluche. En gros, on arrivait dans les villes, c'était le délire. C'est Kiri le clown, c'est le cirque. Et il faisait des chapiteaux tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on rentrait le samedi à Paris et tout le monde allait chez lui, parce qu'il avait le goût de la bande. Mais après qu'il ait fait son spectacle, on allait au restaurant, on se couchait à 4-5 heures du matin. Et j'ai donc traîné avec Coluche pendant un an, tous les jours. Donc j'ai assisté à tout. J'ai croisé des gens illustres, Patrick Devers. Il mélangeait tout. Il y avait des ministres, de temps en temps, qui venaient chez lui, un acteur américain, un metteur en scène, une danseuse de cabaret. C'était incroyable. Et il m'a appris une chose dont je lui suis vraiment gré, c'est l'adaptation. Pouvoir mélanger tout le monde. Faire des tables avec tout le monde, que tout le monde se parle. Et il me dit tout le temps, quand je présente 2 personnes, 2 très très bons amis à moi, et qu'après ils se voient sans moi, alors j'ai réussi un truc. Alors que souvent, il y a une jalousie.
vous présentez un très très bon pote à un autre, et tout d'un Ça coup, il se crée voit une- et tu fais, ouais. mais dis-moi, Sans moi. ça va pas ou quoi, les gars Donc moi, plus rien, quoi. Alors que c'est moi qui vous ai présenté. Mais non, c'est une réussite, c'est génial. Vous parliez de la question des prix il y a un instant. On l'a dit, vous avez présidé le jury du Festival de Cannes en 2022. Je me pose à chaque fois la question, quand je vois qu'il y a des prix qui sont remis, comment est-ce qu'on fait pour juger un film, surtout quand il y a cette pression, cette attente, parce qu'on sait que ça change la vie de quelqu'un de Ça de bouleverse. lui donner un prix comme celui-ci. Moi, je vois qu'il y a des films, parfois, je sais pas, je l'ai vu, y compris à Cannes, j'ai eu la chance d'y aller l'an dernier, j'ai vu un film à 8h du matin. Bon, je l'ai pas trop aimé, mais je me dis, est-ce que je l'ai pas aimé parce que je l'ai vu à 8h du matin et j'avais peu dormi la veille, ou est-ce que je l'ai pas aimé parce que c'est pas un film qui m'avait plu? C'est Comment dingue. est-ce qu'on juge un film? C'est dingue, c'est dingue. Je vous jure, c'est pas pour vous faire un compliment. C'est un truc que je n'ai jamais entendu et que je pense à 185 000%. C'est le drame des artistes, femmes et hommes. C'est suivant les gens, les journalistes qui vont voir une projection le matin, s'ils ont bien dormi, pas bien dormi, s'ils ont eu une galère la veille et trucs, on est sujet à ça. C'est complètement dingue. Et c'est vrai que à Cannes, d'abord il y a la fatigue, on voit 3 films par jour. Donc évidemment, le 3e, il part, c'est comme au ski, hein, il y a des baignoires devant les portes. Ouais. C'est très très compliqué. Il faut il faut vraiment essayer à chaque fois de se rappeler avant une projection, d'essayer de dire dans quel état je suis. Donc là, on n'avait qu'un quart d'heure pour bouffer. Je suis un peu vénère. J'aurais bien repris un. Mais lui ou elle, ils y peuvent rien. Vincent, ils y peuvent rien. Mais c'est très, très dur. Vous avez un impact sur la vie de la personne que vous allez noter, quoi. À un festival comme les festivals de Cannes ou comme les festivals de Venise, quand vous donnez un prix, ça bouleverse une vie entière. Quelqu'un qui a la Palme d'Or, sa vie est quasiment faite. C'est comme une médaille d'or. Sa vie professionnelle, en tout cas. Ouais. Oui, bien sûr, oui. C'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. On vous présente chaque fois que vous arrivez, même 30 ans après. Et je vous demande d'applaudir La Palme d'Or, qui a été sacrée médaille d'or du 100 mètres en 1900. C'est à vie. Ça reste. Donc, voilà, exactement comme vous dites, en essayant de faire abstraction de ça, je pense qu'on fait abstraction à 80%, mais il reste quand même 20% de déchets, il n'y a rien à faire. Et puis, pas que ça. À quel moment ça touche un truc que vous vivez ou pas? Bien sûr. Parce que si vous êtes dans une séparation et que vous voyez un film sur une séparation qui est sublime et bouleversant... Ou à l'inverse, un film où tout se passe bien, peut-être vous vous dites, ça peut vous créer une forme de... Ouais, qui fait, non mais attends, ils sont gentils, on n'est pas chez les bisounours, là, c'est pas ça la vie. Oui, c'est très très compliqué. Et après, il y a une deuxième dimension deuxième question que je me posais, c'est que moi, je vois, j'ai des amis qui sont plus ou moins cinéphiles, j'ai des amis qui regardent un film par jour, qui baignent dans ce milieu-là. Moi, je vais voir des films le plus possible, mais je me considère pas, j'ai pas une très grande culture cinématographique. Et il y a des films que je vois, je me dis, mais j'ai adoré, ça m'a touché, ça m'a fait pleurer, ça m'a, voilà. Et j'en parle à un ami qui est très cinéphile, et dans certains cas, parfois, il y aura le côté, oui, bon, c'était un peu facile, ou c'était un peu... Ça m'en fout. Je sais. Non, mais attendez. Là, vous touchez à un autre sujet qui me passionne. C'est, en ce qui me concerne, moi, je fais un métier que je n'aurais jamais dû faire, qui est contre mon caractère. Moi, mon caractère, je suis très objectif. J'aime ce qui est dans le marbre. Il y a un moment, t'as couru le 100 mètres en 9,9. Moi, je l'ai couru en 9,7. Et il y en a un autre qui l'a couru en 9,4. Donc toi, t'es or, moi je suis argent et lui, il est bronze. Oui, mais je trouve que je cours mieux. Oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème, tu cours mieux. Moi, tu vas rentrer sur le podium numéro 3, déjà pour commencer. Moi sur le 2, et lui, il a couru plus vite que nous, et il est 1. Oui, mais parce que... Non, mais d'accord, on en parlera plus tard dans les vestiaires. C'est clair, c'est net. L'art, ce qui rend fou, c'est que quelque chose que vous avez adoré, une personne en face vous dit... Alors, écoute, pardon, moi j'ai trouvé ça, mais ça va, c'est bon, mais c'est nul. Mais non, mais attends, mais on devient fou. Mais c'est comme la politique. C'est des discussions qui sont interminables. Et donc, oui, la justice parfois est injuste. L'art peut être injuste. Il y a des gens qui n'aiment pas un film alors que on a adoré.
Mais c'est à ça qu'on se confronte. Mais vous voyez, ce film-là, c'est pas le seul, hein, mais ce film-là, quand je lis jouer avec le feu, que je vois le projet de ce jeune qui se radicalise pour un groupe d'extrême droite, le MMA dont il est question, la tribune dans le stade de Metz, qui est quasiment, qui est d'une droite à l'extrême droite à mort, où ils sont habillés en noir et ils crient des chants comme dans tous les stades du monde, et que j'ai ce père démuni qui est veuf, où il y a la maman qui n'est pas là. Mais la première question, parce que vous me disiez, mais comment vous choisissez un film ? J'ai lu le scénario, je l'ai adoré, le rôle, je l'ai adoré. Mais après, il y a quand même une chose que je me dis qui est très importante, sinon je ne peux pas y aller. C'est pareil, ça vient encore de mon père, mais il me disait, moi je prends mes décisions, me disait-il de lui, et j'avais adoré ça, je prends mes décisions dans la vie toujours en me disant, est-ce que le pire me va d'une décision qu'on prend ? Est-ce que au pire, si ce film n'est pas vu, est-ce que au pire, si ce film ne marche pas, est-ce que tu te couches le soir et tu te dis, si c'était à refaire, je le referais, je suis content d'avoir fait. Mais quand on rencontre quelqu'un, est-ce que au pire, si cette personne ne m'aime plus, dans 8 mois, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant avec cette personne ? Et elle avec moi ? Si je me réponds oui, alors je fais. Après, c'est la vie. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai eu. Parce que sinon, si on se dit le pire ne me va pas, si ça marche bien, si on en parle bien dans la presse, si c'est un succès, alors je serai content d'avoir fait. Mais vous imaginez, ça n'arrive pas. Mais alors, il vous reste quoi ? Plus rien. Il vous reste que votre compromission, vos concessions, votre malhonnêteté, votre calcul. Non, il n'y a plus qu'à tirer une balle dans la tête, ça m'intéresse pas ça. Et typiquement là, sur le fait d'avoir fait ce film, c'est vrai que moi je vous ai découvert avec Welcome à l'époque, c'était peut-être 2009, je veux dire, donc 2009. J'avais 12 ans, il me semble. Voilà. Donc c'est vraiment un des premiers films. Non mais c'est un des films qui m'avait marqué à l'époque d'ailleurs, parce que ma mère me l'avait montré, ça m'avait... Et en préparant cette interview, c'est vrai que j'ai vu que forcément vous avez fait tout un tas de films avant que je n'avais pas encore vu. Aujourd'hui, vous continuez à faire des films. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y avait parfois une forme de crainte, de peur à repartir sur un film, à repartir sur un tournage, à dire « j'y vais, on repart sur un autre ». Qu'est-ce qui vous pousse malgré... Je sais pas ce qui me pousse. J'ai de plus en plus... C'est pas à continuer. C'est que j'ai de plus en plus le trac d'entamer un rôle. J'ai de plus en plus de trac le premier matin dans la voiture quand il y a un assistant qui vient me chercher en bas de chez moi pour m'emmener sur le tournage, et qu'en fait, j'arrêterai le jour où le cœur ne tient pas. C'est-à-dire que là, sur ce film-là, je me souviens du premier jour avec les 2 garçons, c'était dans une petite maison, c'est notre maison dans le film, où le premier jour, avant de tourner, j'étais dans un coin et je faisais... C'est l'angoisse. Je n'arrivais pas à trouver mon souffle. Et là, je dis, non, Vincent, on ne peut pas se mettre dans un état pareil pour un film. Non, mais on va pas sauter le canyon sans filon, quoi. Et en même temps, ce qui est fou quand on fait ce métier, dans un film, c'est que c'est sur le moment la chose la plus importante au monde, mais évidemment que très très loin derrière, tu fais, non mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas grave, c'est tragique. Et ça, vous l'avez mais toujours ça n'est pas eu, sérieux. Ou ça a été... Mais c'est de plus en plus. Okay, mais oui, parce qu'au début, et c'est pour ça que j'ai été fasciné de tourner avec Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, c'est qu'eux, ils sont à l'âge où ils sont encore insouciants, un peu inconscients. Oui, ils connaissent un peu les risques. Mais tant qu'on fait de la F1 et qu'on n'a pas tapé un rail, on se dit, je suis mortel, on appuie. Le jour où on tape un rail, qu'on va un mois à l'hôpital, que la voiture elle est comme ça, qu'on la ramène sur la remorque et que tu rentres au stand avec la tête comme ça, quand on reprend le départ un mois après, on sait que ça peut arriver. Je me souviens toute ma vie, juste parce que c'est une anecdote qui m'avait fasciné, Mike Tyson qui était imbattable, le jour où il a mis un genou à terre et qu'il a été compté KO 3 secondes, avant il pensait que ça n'existait pas un KO. Si, chez l'autre. Il a fait que les KO. Et le jour où il a été mis KO, il n'a plus jamais pu revenir. Ça a été un enfer pour lui. Mais il y a quelques minutes, vous disiez, vous projetiez à chaque fois sur
en quelque sorte, au pire, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Là, dans une situation comme celle-ci. Bah, c'est d'être mauvais. Et c'est ça, je pensais qu'il... Mais c'est pas tellement être mauvais, moi, c'est pire que ça, c'est ne pas être à la hauteur de l'attente. C'est de vous décevoir vous-même quasiment. Oui, de dire, mais ils attendent ça de moi et je suis même pas foutu de leur donner. Quelquefois, j'ai envie de leur crier, mais vous faites une erreur, vous vous trompez. Je suis pas celui que vous voulez. Bon, c'est ça qui m'angoisse. C'est toujours de... Qu'est-ce qui m'angoisse quand je... Enfin, j'avais pas une angoisse énorme, mais qu'est-ce qui m'angoisse quand je monte l'escalier ici pour venir à l'interview? Ben, c'est que l'idée que quand je reparte, évidemment, vous allez pas dire c'est nul, mais juste que vous disiez... Oui, non, mais ça, non, on va bidouiller, on va se démerder. Non, mais non, mais oui, mais c'est votre ça la peur. Oui, et vous devez l'avoir aussi. Vous dites tiens, j'aimerais bien qu'aujourd'hui mon cerveau ça swing. Mais je pense que vous aurez dans un format comme celui-ci, j'ai la même crainte de l'autre côté. Oui, moi, honnêtement, en arrivant à cette interview, mais dans 20 ans, vous aurez beaucoup plus peur. Peut-être. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que vous aurez tellement déroulé de câbles, vous savez tellement de quoi il s'agit. Que vous vous dites, oui, mais j'ai beau avoir de plus en plus de techniques, faudrait pas te prendre trop pour un malin non plus. Est-ce que tu ne serais pas en train de vieillir un peu? Est-ce que tu ne serais pas en train de faire de mieux en mieux quelque chose que tu aimes de moins en moins? Et retrouver le... Ouais, mais je trouve ça fou parce qu'on a tendance à dire qu'avec l'âge, on relativise, on fait la part des choses, etc. Et en même temps, ce qu'on exprime là, c'est un petit peu l'inverse. C'est l'impression que la vie se joue sur une... Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment... Non, je trouve ça... On relativise certaines choses... Ouais. Et on reste des enfants sur d'autres choses. Et oui, les gens qui sont remplis de certitudes, qui ont l'air comme ça, oui, non, mais ça va très bien, mais oui, tiens, mon cul. Et il y a la crainte dans le choix d'un film, mais est-ce qu'il y a aussi, du coup, la crainte, l'angoisse, que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre, que vous... Non. Alors ça, vous l'avez pas? Non. Non, il y a qu'une... Non, la seule crainte que ça s'arrête, c'est la vie. Hein. Non, si demain, pour des raisons X et Y... on ne m'envoie plus de scénario. Je dis bien je pense, que je le vivrai pas mal. Ce que je voudrais pas, c'est m'accrocher et avoir le laps de temps où je fais des choses... En trop, quoi. En trop et de moins en moins bien. Parce que ça, c'est pas marrant. Ça c'est pas cool parce que ça entache et ça gâche... Truc. Au moins quitter le tennis comme Björn Borg. Il quitte le tennis, à 26 ans, il a gagné Roland Garros, il fait salut. Ça c'est chic. Mais commencer à faire des matchs plus qualifiés et tout, t'as envie de dire bah non, fallait partir avant franchement en plus pour faire ça. Non, j'ai pas très peur que ça s'arrête. Je veux juste je voudrais être toujours aussi sharp, aussi tendu. Voilà, toujours donc j'essaye de me mettre dans un inconfort permanent. Par exemple, là, ça fait quand même 1h30 que je parle. Je suis pas très bien assis. Ah, c'est vrai? Les sièges sont pas... non, mais non. Ah, il suffirait que je me lève un peu et que j'aille un peu plus loin et je serais mieux. Mais en fait, vous savez, c'est comme quand on est assis sur un truc et on regarde la télé ou n'importe quoi. On a un tout petit peu froid, mais vraiment rien. Et qu'il y a un pull qui est à 6 mètres et qu'on passe plus de temps à faire je me lève ou je me lève pas. Je sais pas. Et en fait, tout d'un coup, au bout de 1h20, on se lève, on va le chercher et on se dit mais c'était que ça. Mais moi, je peux rester dans des inconforts comme ça, de cailler un petit peu trop. Simplement pour terminer avec une question. Donc vous avez reçu le prix d'interprétation masculin à Cannes pour votre rôle dans La Loi du marché. Donc ça c'était en 2015, ça remonte aussi à quelques temps. Et donc c'était en 2016 qu'on s'est vu. C'est 2016, ouais. Oui, parce que je sais après. Exactement. Donc c'était juste après, et je venais je crois de lancer la chaîne. Il y a une citation du romancier américain William Faulkner, prix Nobel de littérature en 1949, qui dit, je cite, « La sagesse suprême est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. » C'est une phrase que vous aviez prononcée, il me semble, à l'époque, lorsque vous avez reçu ce prix-là. C'est la première chose que j'ai dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? La sagesse suprême est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. Pour moi, comment je l'appréhende et je la comprends, c'est que si je rêve comme ça, je le vois de loin, et si je n'ai que ça du rêve, ça s'appelle encore un rêve, ça s'appelle un bout de rêve,
Mais dès qu'il y a le mot rêve, ça me va. Si on a des petits rêves, d'abord, s'ils se concrétisent à 100% de la taille qu'on avait prévue, on est déçu, on dira, si j'avais su, j'aurais bien voulu un plus grand rêve. Et puis si on ne l'a pas, il ne nous reste rien. Donc en fait, encore une phrase de mon père quand j'avais 15 ans, où je disais, j'aimerais tellement écrire une lettre à cette fille, mais elle me regarde pas, elle va me dire non, mais j'aimerais bien l'inviter, où j'avais 16 ans, j'aimerais bien l'inviter pour aller boire un coup dans une boîte de nuit la semaine prochaine. Il me disait, je comprends pas ta question, Vincent. Donc, tu vas en venir où? Non, mais je vais pas lui écrire la lettre. Il me dit, pourquoi? Ben, je dis, parce qu'elle va me dire non. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, le nom N-O-N, tu l'as déjà. Va chercher Louis, imbécile. C'est non, voilà. Voilà, je te le dis, c'est non. Alors, en voilà cette lettre. Imagine. Et il m'avait dit, pareil, il m'avait dit, on a aucune... À l'époque, c'était pas de l'auto, c'est la loterie nationale. Il m'avait dit, on n'a aucune chance, ou très peu de chance, de gagner à la loterie nationale. Mais alors, je vais te dire un truc, au cas où... qui va t'étonner, c'est que ce qui est sûr, c'est que si t'achètes pas de billets, alors là, t'as vraiment zéro chance. Ouais. Achète un billet. T'as une chance sur 1 milliard, mais t'en as une. Et donc c'est ça, suivre des rêves trop grands. Et vous en avez encore un rêve trop grand de votre côté? Oui, j'ai des rêves. J'ai des rêves d'abord, j'ai des rêves pour mes enfants. J'ai des rêves beaucoup plus simples maintenant. Beaucoup plus compliqués, mais beaucoup plus simples. J'ai des rêves pour mes enfants. J'ai des rêves pour moi sur la santé. Rien que la santé. Parce que quand on est jeune et que... Vous vous souvenez, quand on est... Pas vous, c'est quand les gens disent « bonne année hein, ». Et la santé. Et la santé, on a envie de dire « oui, fous la paix, je m'en fous de la santé ». Oui, mais après tout s'inverse. C'est si quelqu'un dit « alors je te souhaite une bonne année, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup de projets », t'as envie de dire « dis-moi, la santé, ça te... non tu n'en parles pas ». Tout s'inverse. Donc voilà, moi j'ai des rêves de santé, j'ai des rêves de fidélité avec les gens que j'aime et des gens que j'aime envers moi. Et j'ai des rêves de pouvoir rester optimiste, un pessimiste optimiste, et non pas de virer dans l'autre côté qui serait Oui, une naïveté quasiment dans l'optimisme. Ouais, voilà. Je sais que c'est dur, mais je veux me dire que voilà, qu'on va voir, on va voir la terre ferme quelque part. Pas rester au milieu de l'océan et ne pas savoir où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Très clair. Merci beaucoup. J'étais très content d'être là. Bah, ça m'a fait... Mais vraiment, hein. Bah, ça fait je m'attendais pas du tout à cette configuration, à cet endroit, à parler comme ça. Et je suis ravi d'être venu vous voir. Bah, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir aussi. Voilà. Donc, merci pour l'échange. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est super, je suis très content. Bah, je suis ravi aussi. J'ai passé un moment top. Génial. Voilà. Je suis ravi aussi.